principes, enjeux et actualités. Mais avant d'aller plus loin, on souhaiterait commencer par saluer ce communiqué commun qui, sauf erreur de ma part, est disponible en sortant de la salle. Communiqué commun pour une laïcité de liberté et d'émancipation, dont les co-signataires sont la Fédération nationale de la libre pensée, la Ligue des droits de l'homme, Solidarité laïque, Union rationaliste et Vigie de la laïcité. Donc, on l'a accueilli très favorablement à la libre pensée. Alors, pour nous, l'intervention de Nicolas Cadenne s'inscrit pleinement dans l'action de la libre pensée. Le combat laïque pour un combat laïque de la liberté de conscience. C'est un combat qui est très ancien dans notre pays et qui trouve ses racines modernes dans la Déclaration des droits de l'homme du citoyen de 1790, dont l'article 10 précise « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses ». Ensuite, la loi du 21 février 1795, « L'exercice d'aucun culte ne peut être prouvé, la République n'en salarie aucun ». Ce fut relayé par le décret de la Commune de Paris en 1871, considérant que le premier principe de la République est la liberté. L'Église est séparée de l'État, le budget des cultes est supprimé, et bien sûr, par notre très chère loi de 1905, qui établit la République assure la liberté de conscience, elle garantit la liberté de culte, la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. C'est donc dans cette continuité historique que nous nous situons, et c'est pourquoi nous sommes très fiers et très heureux de pouvoir accueillir Nicolas Cadenne à l'occasion de l'anniversaire de la loi de séparation. Alors Nicolas Cadenne, qui est le cofondateur de la Vigie de la laïcité, l'ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, auteur du livre « En finir avec les idées fausses sur la laïcité », à qui je passerai la parole tout à l'heure. Alors, juste pour vous dire que nous avons encore quelques livres en fin de salle. On n'en a pas beaucoup, je l'annonce, on n'en a pas beaucoup commandé. 10 €, si je me souviens bien. Donc, à vous de voir. Et conformément à nos traditions, en fin de réunion, il y aura un mot amical et fraternel qui sera offert. Ce sera un moment d'échange. Voilà. Je ne vais pas plus tarder. Je vais laisser la parole à Nicolas Cadenne pour environ 1 heure. Bonjour à toutes et tous. Écoutez, tout d'abord, je remercie la Libre Pensée des Bouches-du-Rhône pour l'organisation de cette conférence débat, pour cette sollicitation aussi pour intervenir, puis pour échanger avec toutes et tous sur la laïcité, sur ce qu'elle est, vraiment, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, et aussi pour un petit peu rappeler comment elle s'applique, cette laïcité, au quotidien et dans le contexte d'aujourd'hui. Alors avant toute chose, je me dois quand même de préciser d'où je parle. Donc effectivement, de 2013 à 2021, j'étais le rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, qui était une instance placée auprès du Premier ministre, mais qui était autonome du pouvoir politique, qui était composée de parlementaires de tous les bords, mais aussi de personnalités qualifiées reconnues pour leurs travaux sur le sujet. Donc il y avait des sociologues, des juristes, mais aussi des acteurs de terrain. Et cette instance, cet observatoire, conseillait les gouvernements successifs sur les politiques publiques à mener en matière de laïcité. On s'était aussi donné pour mission, même si elle n'était pas prévue au départ, d'aller autant que possible sur le terrain pour voir comment ça se passait, pour aider les acteurs de terrain. Moi-même, j'étais 2 à 3 fois par semaine au minimum, partout en France. J'ai donc ainsi été dans tous les départements de l'Hexagone et aussi dans l'Outre-mer. Pendant cette période, j'ai également co-conçu ou conçu, initié et conçu ensuite des plans de formation nationaux, dont certains se déclinent toujours, tant mieux, pour former des responsables associatifs ou des agents publics sur le sujet. Et pendant cette période, on a également été à l'origine de réformes d'ordre réglementaire, voire législative, nombreuses. Par exemple, la Journée nationale de laïcité,
c'est l'observatoire qui l'avait instauré, qui avait demandé son instauration dès 2015. Mais surtout, par exemple, on avait fait abroger le délit de blasphème qui existait encore dans Alsace-Moselle en 2016, où, par exemple, on a été à l'origine de l'obligation de formation à la laïcité pour tous les aumôniers rémunérés par l'État qui interviennent dans les services publics, dans les hôpitaux, dans les armées, dans les internats et dans les prisons. Mais bon, on va parler de tout ce qui a été fait si vous le souhaitez. Et aujourd'hui, suite à la suppression de l'Observatoire de la laïcité en 2021, en juin 2021, je reste très investi sur la laïcité, donc à travers la Vigie de la laïcité, qui est un organisme citoyen qu'on a cofondé avec Jean-Luc Bianco et pas mal de personnalités que vous connaissez sans doute assez bien, dont Jean-Marc Chapa, qui est lui-même président de l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée. On l'a cofondé justement parce qu'on voulait continuer d'accompagner les acteurs de terrain qui étaient en difficulté sur la pratique de la laïcité, sur son application, et aussi pour participer au débat sur la laïcité en se fondant sur la raison et pas que sur l'émotion, comme c'est trop souvent le cas. Pas que sur le clash, le culte du buzz, de l'immédiateté, mais en essayant justement d'avoir une approche fondée sur la raison, sur le sujet. C'est pas vraiment le cas actuellement dans le débat public. Et puis par ailleurs, j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages ou d'articles spécialisés sur la thématique, et il y en a un qui effectivement j'ai vu à votre disposition aujourd'hui. Voilà, ça c'était pour vous préciser peut-être pourquoi j'ai pu être sollicité aujourd'hui pour intervenir sur cette thématique. Donc la laïcité, c'est un sujet éminemment sensible, très présent dans le débat public, souvent traité par le biais de la polémique, trop souvent traité par le biais de la polémique, parce que c'est un sujet qui touche à nos convictions, aux convictions personnelles des uns et des autres, et qui dès lors conduit à des interprétations multiples et variées. À ce propos, je cite souvent le doyen Jean Rivero, qui écrivait dans un article de droit de 1949, donc c'est pas tout récent, qui écrivait « La laïcité, ce mot qui sent la poudre, éveille des résonances passionnelles contradictoires. » Et il a ajouté « Le seuil du droit franchi, en revanche, les disputes s'apaisent parce que pour le juriste, la définition de la laïcité ne soulève pas de difficultés majeures, même si en revanche, des conceptions fort différentes ont pu être développées par des personnalités diverses. » Et en fait, encore aujourd'hui, 73 ans plus tard, on en est un peu encore là, la laïcité étant toujours l'objet de profonds désaccords, de confusions, de vifs débats, mais d'abord dans le cadre politique et médiatique, pas tant dans le cadre juridique, plutôt dans ce cadre intellectuel et plus largement dans le cadre politique et médiatique. Alors il reste que s'il y a des débats sur la laïcité, outre la confusion qui est donc faite entre ce cadre juridique et les problèmes de société sur lesquels je reviendrai, c'est parce qu'il n'y a pas et il n'y a jamais eu intellectuellement, philosophiquement, une seule conception de la laïcité. C'est-à-dire que chacun a souvent tendance, en tout cas en ce domaine, à identifier sa propre vision subjective à la laïcité dans l'absolu. Mais si depuis sa conception même, vous avez ces visions intellectuelles, philosophiques qui s'affrontent, en revanche, pour ce qui concerne l'application concrète de la laïcité au quotidien, là, il n'y en a qu'une de laïcité. C'est celle qui est traduite en droit, qui est reprise par nos textes juridiques, notamment avec la loi de 1905, mais pas que, et qui est reprise par notre Constitution. Et de ce point de vue-là, il n'y a qu'une laïcité, mais cette laïcité, qui est donc celle des textes, et pas celle dans les textes, cette laïcité, en réalité, elle reste profondément méconnue de beaucoup d'entre nous, mais aussi de beaucoup de nos responsables, ce qui est quand même un peu plus problématique, puisqu'ils sont censés en garantir la bonne application. Alors, pour l'essentiel, la laïcité, la définition juridique de notre laïcité française, elle découle de 5 textes que vous connaissez parfaitement. L'un d'entre eux a été évoqué. D'abord, c'est les articles 1er, 4 et 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, même si le mot laïcité n'existait pas encore. Articles sur l'égalité des droits, sur la liberté de chacun et celle d'autrui, et bien sûr sur la liberté de manifester ses convictions, même religieuses, dit le texte. Ensuite, vous avez les lois Philippe de 1880-82, complétées par la loi Goblet de 1886, qui instaure enfin l'école publique laïque. Et puis, bien sûr, enfin, vous avez la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises,
c'est-à-dire de toutes les organisations religieuses, hein, tout était déjà concerné, et de l'État. Alors, suite à ça, vous avez eu une jurisprudence abondante, vous avez encore une jurisprudence qui continue du Conseil d'État, qu'on peut considérer comme le régulateur de la laïcité en France, jurisprudence qui permet de préciser l'application concrète de notre principe de laïcité. Et puis, il y a aussi eu des évolutions législatives, généralement sur des points très pratiques, très techniques, et puis parfois, en tout cas 2 fois, sur des points beaucoup plus substantiels. D'abord, avec la loi du 15 mars 2004, qui effectivement interdit aux élèves des écoles, collèges et lycées publics la manifestation ostensible d'une appartenance religieuse, on y reviendra. Et puis enfin, vous avez la loi plus récente concernant les associations en particulier, la loi du 24 août 2021, dite loi contre le séparatisme. Mais dans tous les cas, du droit positif, du droit actuel, on retient essentiellement dans le débat public la loi du 9 décembre 1905, ce qui est tout naturel, puisque même si le mot laïcité n'apparaît pas dans cette loi, c'est bien cette loi qui synthétise le cadre général de notre laïcité. Et ce cadre général laïque, il repose sur 3 fondements. Alors d'abord, c'est la liberté de conscience qui suppose la liberté de religion et de culte, mais tout autant la liberté vis-à-vis de la religion. Celle de manifester ses convictions, qu'elles soient religieuses ou non, toujours, bien sûr, dans les limites du respect de l'ordre public. Ça veut dire qu'en France, on peut tout autant promouvoir et pratiquer une religion que contester et critiquer une religion. Cela devant se faire, tout cela devant se faire dans le respect mutuel. Le deuxième fondement, c'est la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, quelles qu'elles soient, et c'est de cette séparation que découle la neutralité de l'État et de l'administration publique, et pas du tout des usagers, comme on l'entend parfois, puisque eux se voient garantir par la laïcité une certaine liberté. Et le troisième fondement, c'est l'égalité de toutes et tous devant la loi et devant l'administration publique, neutre et impartiale, quelle que soit donc leur conviction ou leur croyance, garantie donc par cette neutralité, cette impartialité de l'administration publique, parce que l'État, à partir du moment où il est devenu laïque, il est devenu non pas opposé, mais en tout cas indifférent aux convictions ou aux croyances de chacun. Et c'est de cet ensemble de fondements que découle à la fois la garantie du respect de l'autre dans sa conviction ou dans sa croyance, ce que rappelle aussi notre Constitution, mais aussi notre citoyenneté commune, à savoir qu'on est toutes et tous avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et ces deux dernières dynamiques concourent évidemment à l'idéal républicain de fraternité. Donc en vous disant cela, on comprend bien que la laïcité n'est pas, comme on l'entend parfois à tort, une valeur qu'on apprécierait subjectivement et qu'on ajouterait au triptyque républicain, à notre devise. Non, c'est pour ça que d'ailleurs ceux qui ont fait la laïcité n'ont jamais voulu ajouter ce mot à la devise. C'est en fait un principe qui, vis-à-vis des convictions et des croyances, va permettre de décliner ces valeurs. Liberté, égalité, fraternité. Liberté de conscience, égalité de toutes et tous, quelle que soit leur conviction, fraternité par la citoyenneté commune. Donc c'est un principe qui surplombe vis-à-vis des convictions et des croyances pour décliner en droit ces 3 valeurs. Et là, je fais une petite parenthèse aussi pour rappeler que là, j'ai bien parlé de respect de l'autre dans ses convictions et pas simplement de tolérance. On entend souvent dans le débat public que la laïcité, c'est la tolérance. Bah, c'est un gros raccourci et puis c'est pas tout à fait vrai. Parce que, comme le disait par exemple le libre penseur, mais aussi célèbre révolutionnaire et député Mirabeau, en 1789, la tolérance, c'est le fait du prince. Et effectivement, c'est tout à fait juste. La tolérance, ça suppose quelqu'un qui tolère et quelqu'un qui est toléré. Et celui qui tolère aujourd'hui peut demain ne plus tolérer. Et donc, effectivement, ce n'est pas suffisant. De même, Rabault Saint-Étienne, qui était un pasteur protestant, est devenu donc révolutionnaire et un des rédacteurs de l'article 10 majeur de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'origine de la laïcité, un des articles à l'origine de la laïcité. Il ajoutait, il déclarait, messieurs, ce n'est pas même la tolérance que je réclame, c'est la liberté. La tolérance, le support, le pardon, la clémence, des idées souverainement injustes envers les dissidents, tant qu'il sera vrai que la différence de religion, que la différence d'opinion n'est pas un crime. La tolérance, je demande qu'il soit proscrit à son tour, et il le sera, ce mot injuste, qui ne nous présente que comme des citoyens dignes de pitié, comme des coupables
auquel on pardonne ce que le hasard souvent et l'éducation ont amené à penser d'une autre manière que nous. Ça, je crois que c'est vraiment très important de le rappeler. Ça résume le fait qu'en effet, la laïcité ne saurait se résumer à une simple tolérance. Ça va beaucoup plus loin que cela. C'est la liberté et c'est le respect. Alors, si on met de côté les prémices de la laïcité qui remontent en fait à l'Antiquité, l'idée moderne de laïcité, vous le savez, même si le mot n'existait pas, elle est née il y a plus de 300 ans, au XVIIe siècle, notamment avec la pensée à la fin de la Renaissance, lorsqu'on constate une autonomisation de l'individu, et notamment donc avec les pensées du philosophe protestant français Pierre Bayle, mais aussi avec le théologien américain, ce qui est étonnant, c'était un théologien américain, mais effectivement qui a eu une influence considérable, c'est Roger Williams, qui fut d'ailleurs un de ceux qui a mis en application le premier la laïcité de manière concrète en 1637, et qui est le premier à avoir parlé de mur de séparation. Mais on peut évidemment aussi parler de l'influence considérable des penseurs philosophes Baruch Spinoza et John Locke. Il nous faut évidemment parler aussi des libres penseurs, et là on pourrait remonter à l'Antiquité. Tous ceux qui finalement, depuis l'Antiquité jusqu'à la Renaissance, comme Épicure, Villon ou Rabelais, refusèrent des vérités révélées et imposées par des autorités liées à des églises au sens large. Et puis ensuite, bien sûr, on doit évoquer tous ces penseurs, philosophes de ce qu'on appelait le siècle des Lumières, évidemment. Donc que ce soit Voltaire, Rousseau, Diderot, Condorcet, etc. Voilà. Ça, c'est effectivement tous ceux qui ont développé ce qu'allait devenir ensuite la laïcité. Et à ce moment-là, ils l'ont pensé, cette laïcité, d'abord pour assurer la cohésion nationale. Pourquoi ? Parce que les Français, comme beaucoup de sujets en Europe, se divisaient violemment selon leurs croyances. On le sait bien, au XVIe siècle, le pouvoir royal français, qui était très lié à l'Église catholique, s'opposait au développement du protestantisme en France, puisque la réforme était vue comme une révolte contre les dogmes de Rome, et aussi contre une autonomisation des individus qui était insupportable pour les autorités de l'époque. Puisque vous savez, avec la réforme, par exemple, traduction de la Bible en langue vernaculaire, plus du tout de clergé, c'était évidemment pas toléré, qu'il y ait plus de contrôle, plus de filtre, et qu'il y ait cette autonomisation des individus. Donc commencent les guerres de religion entre catholiques et protestants, et ce par vagues successives, finalement, ça a été très long, jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle. On le sait bien, les protestants à l'époque n'avaient pas le droit d'exercer leur culte, pratiquer leur religion, ni d'exercer certains métiers, sinon une peine de prison, de galère, voire tout simplement d'exécution publique. Puis, outre ces persécutions qui ont mené à de très nombreux exils hors de France, on s'en suivit de très longues discriminations qui étaient légalisées, c'est-à-dire que c'était des discriminations de valeur légale et qui ont pu se poursuivre jusqu'au XXe siècle contre tous ceux qui étaient considérés comme de la majorité des Français, à savoir en fait catholiques. Et donc ces discriminations légalisées visaient essentiellement des protestants, mais aussi des juifs, des musulmans, des libres penseurs. Et ça a duré en effet pendant des siècles. On pourrait citer tout un tas d'exemples, ne serait-ce que les cimetières, qui effectivement, jusqu'à la fin du XIXe siècle, toute fin du XIXe siècle, la loi sur les cimetières, vous le savez, si vous n'étiez pas catholique, vous étiez enterré dans des fosses communes, vous n'avez pas droit à une sépulture. Donc il faut retenir que la laïcité, donc à cette période, elle a été pensée pour organiser une société moderne aspirant aux libertés individuelles et à la fin de ces conflits, de ces inégalités, de ces discriminations. Donc en un mot, il s'agissait d'abord d'assurer la paix civile. Alors, si on constate toujours aujourd'hui des difficultés à définir cette laïcité, c'est en raison de confusion entre les interprétations subjectives que j'évoquais tout à l'heure et la définition juridique, mais c'est aussi parce que la laïcité, évidemment, c'est quelque chose qui se pratique au quotidien. Qui se pratique au quotidien sur le terrain et qui se confronte forcément sans cesse à des situations nouvelles. Et là, j'en suis sûr, on aura l'occasion dans nos échanges d'aborder tout un tas de cas concrets. Mais de façon très pratique et générale, pour comprendre comment s'applique ce principe de laïcité, il faut toujours en revenir au juste équilibre qu'il pose. Et ce juste équilibre, c'est un équilibre entre la garantie des libertés individuelles et le nécessaire respect du cadre collectif. Voilà, c'est l'équilibre entre l'un et l'autre,
les libertés individuelles dans le cadre collectif. Donc cet équilibre, il suppose, en ce qui concerne l'expression des convictions et des croyances, la distinction de 4 espaces. 4 espaces assez clairement définis. D'abord, vous avez l'espace personnel privé, c'est-à-dire l'espace chez vous, quoi, votre domicile ou le lieu de rencontre privé. Bon, bah, c'est un espace où la liberté de manifester ses convictions est quasi totale. Vous faites ce que vous voulez. La seule limite, c'est le respect de la loi, c'est-à-dire éviter de causer des troubles du voisinage. Le deuxième espace, c'est l'espace public administratif, c'est-à-dire c'est l'espace de l'État, celui des collectivités locales, des services publics, de tous les lieux qui hébergent une mission de service public. Bon, ici, c'est une salle municipale, je crois, donc c'est un espace public administratif. Et donc, dans ces espaces publics administratifs, évidemment, les façades, les murs et tous ceux qui travaillent et exercent une mission de service public, évidemment, sont soumis à la neutralité. En revanche, ils ne sont évidemment pas soumis à la neutralité ceux qui y rentrent, les usagers, les citoyens, qui, eux, voient la laïcité, au contraire, leur garantir la liberté de faire ce qu'ils veulent, de manifester leurs convictions, évidemment dans la limite quand même, où il n'y a pas de perturbation du service public qui est délivré. Alors là, il y a quand même le cas particulier des élèves des écoles, collèges et lycées publics, puisque la loi de 2004 ne s'applique pas dans le privé. Dans le privé, c'est le règlement intérieur qui fait loi, si je puis dire, hein. Il n'y a pas d'interdiction particulière. Mais dans le public, effectivement, depuis la loi de 2004, sont interdits les signes ostensibles, c'est-à-dire visibles de tous, donc les gros signes, si vous voulez, les grandes croix, les voiles, les kippas, les turbans, etc. Donc on ne peut pas manifester ostensiblement son appartenance religieuse quand on est élève d'une école, d'un collège ou d'un lycée public. Il s'agissait, c'était la justification de cette loi, il s'agissait dans ces espaces scolaires publics, durant une phase d'acquisition qui est celle phase d'acquisition des bases du savoir, que constituent donc le primaire et le secondaire, à un âge où on est mineur, sauf exception, à un âge où chacun doit développer son esprit critique et se forger librement ses opinions, et il s'agissait de préserver les enfants et les adolescents de pression qu'ils pourraient subir pour porter tel ou tel signe, et d'éviter les conflits entre celles et ceux qui en porteraient et celles et ceux qui n'en porteraient pas. Donc on leur demande, non pas la neutralité, ils ne sont pas soumis à la neutralité, mais d'être discrets pour effectivement pouvoir se faire leurs propres idées, développer leur esprit critique. Et par ailleurs, les élèves ne peuvent pas non plus faire de propagande, de prosélytisme abusif, ça rejoint les circulaires Jean Zé, qui sont plus anciennes, de 1936 et 1937, pas de propagande commerciale, pas de propagande politique, pas de propagande religieuse. Et ça, il faut vous rappeler que le prosélytisme, la propagande, ce n'est pas le fait de porter un signe, c'est un comportement actif. C'est-à-dire que c'est des paroles, des écrits comme des slogans ou des gestuels, tout ce qui va viser à susciter l'adhésion d'autrui à ses propres croyances. C'est ça le prosélytisme en droit. C'est pas le simple fait de porter un signe qui, ça, reste personnel. Troisième espace maintenant, espace social privé, c'est-à-dire l'espace où l'on travaille ensemble dans une entreprise privée, dans une association privée, sans qu'il n'y ait une mission de service public, sans que l'administration publique soit représentée. Donc là, en fait, normalement, on ne parle même pas de laïcité, puisque l'administration publique n'est pas représentée. Donc juridiquement, on parle plutôt de gestion des faits religieux. Bon, là, en fait, comme c'est pas le cas de l'administration publique, comme l'administration publique n'est pas représentée, il n'y a pas de principe de neutralité absolue générale d'une administration qui n'y est pas. Il y a simplement le principe de liberté. Simplement, cette liberté, elle peut quand même être encadrée pour des raisons de sécurité, de sûreté, de propreté, d'hygiène, de bonne marche de l'entreprise, d'intérêt économique ou d'objet social de l'association, enfin, pour des raisons objectives, sur des critères justifiés et proportionnés, on peut encadrer une manifestation d'une appartenance convictionnelle, religieuse ou autre, dans ce cadre du travail, mais il faut que ce soit justifié objectivement, il ne faut pas que ce soit juste sur du ressenti. Et le dernier espace, quatrième, c'est l'espace public partagé, c'est-à-dire au sens très large, c'est l'agora, c'est la voirie publique, les jardins publics, la plage, la place publique, la rue, la place. Bon, dans cet espace, il n'y a pas de police de la pensée, évidemment. Chacun dans la rue s'exprime comme il entend. Chacun est libre de manifester une appartenance convictionnelle par un signe ou autre, bien sûr.
il peut y avoir des manifestations politiques, syndicales ou religieuses. Il y a d'ailleurs plus de processions dans ce pays qu'il y en avait il y a encore 10 ans. Ça, c'est possible. D'ailleurs, ça renvoie à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme. Bon, chacun peut exprimer ses opinions, mais toujours dans les limites de l'ordre public. Et donc, par exemple, bien sûr, c'est encadré par les pouvoirs de police du maire ou du préfet. Et donc, par exemple, une prière de rue, qu'elle soit musulmane ou catholique, comme ça a été le cas pendant la pandémie, eh bien, il faut qu'elle soit déclarée à l'avance. Si elle n'est pas déclarée à l'avance, elle peut être interdite parce qu'elle peut poser un problème de circulation, par exemple. Donc on vient de le voir, les règles qui découlent du principe de laïcité ne s'appliquent pas de la même manière selon l'espace concerné, puis aussi selon le statut professionnel que l'on a. Et là, ça nous renvoie au fait, bien sûr, qu'il faut bien comprendre que les agents publics, tous ceux qui exercent une mission de service public, eh ben, ne représentent pas leur individualité. Quand on est agent public, on ne représente pas son individualité, on représente une entité beaucoup plus large, abstraite, qui est celle de l'administration publique dans son ensemble, et qui se doit d'être neutre et impartial pour servir tous les citoyens, citoyennes et citoyens de la même façon, de façon égale. Donc, en effet, quand on est agent public ou qu'on exerce une mission de service public, on est soumis à une stricte neutralité d'apparence, en plus de celle de comportement. Comportement neutre, mais aussi une apparence neutre, puisqu'on ne représente pas soi-même, on ne représente pas son individualité, mais bien l'administration dans son entièreté. Alors d'ailleurs, cette neutralité, elle n'est pas que religieuse, vous le savez, elle est aussi politique, philosophique et même syndicale, à l'exception évidemment des représentants syndicaux lorsqu'ils sont dans l'exercice de leur mandat syndical. Voilà, alors cette laïcité française que je viens de définir, ça ne correspond pas à un système qui est très commun dans le monde, mais à l'inverse de ce qu'on entend souvent, même très souvent dans les médias, ça c'est parce qu'on est très chauvin en France, c'est pas une exception. Il y a d'autres États qui sont laïques. Voilà, il y a d'autres États dans le monde qui sont laïques. Des États qui sont laïques, alors parfois de la même manière que nous, parfois c'est pareil en théorie, très différent en pratique, et parfois c'est carrément une autre laïcité. Donc là c'est encore plus étonnant, plus problématique, et ça peut être source de confusion. Mais en tous les cas, il y a d'autres États dans le monde entier, et d'ailleurs dans des pays très différents, avec des religions majoritaires qui sont au sein d'applications très différentes, qui peuvent être laïques. Vous voyez l'Albanie ou le Mexique qui sont sous des laïcités comme la nôtre à peu près. Bon, c'est des pays très différents. L'Albanie est majorité musulmane, le Mexique chrétienne. On pourrait parler aussi des pays subsahariens qui sont en théorie très proches de nous, mais qui le sont beaucoup moins dans la pratique. On pourrait parler aussi des États-Unis, qui n'a rien à voir, à l'inverse de ce qu'on entend souvent, avec le Royaume-Uni. C'est deux systèmes très différents. Et en droit, les États-Unis, on peut avoir des proximités avec nous, mais en pratique, pas du tout. Enfin, il y a plein de choses à en dire. Mais en tout cas, ce qui est important de voir là, on pourra aller plus en détail si vous le voulez, c'est que quand on fait un tour du monde des laïcités, c'est qu'en fait, si chaque pays a sa singularité et donc crée un système un petit peu différent ou à peu près équivalent au nôtre, lorsqu'une laïcité est mise en place, c'est que toujours il y a cette question de pluralité à gérer. Ce sont des sociétés plurielles. Donc pluralité et laïcité vont nécessairement de pair. Et pourtant, depuis des années, force est de constater que se développent en France, dans le débat public, des prises de position au nom de la laïcité qui diffèrent largement de celles traditionnellement portées par le mouvement laïque durant de très nombreuses années. Des prises de position qui s'éloignent du droit de la laïcité, de notre loi, de nos lois, et notamment de la loi de 1905. Alors par mouvement laïque, j'entends les partisans de la laïcité en tant que principe tel que je l'ai défini, en tant que principe de droit. Et d'ailleurs, c'est un mouvement auquel la libre pensée a très largement participé dès le départ. La libre pensée, la libre de l'enseignement, la libre des droits de l'homme, etc. Ce mouvement laïque, il s'est posé d'abord comme défenseur de la stricte séparation entre d'une part ce qui relève de l'État et du pouvoir en place, et d'autre part ce qui relève de l'autonomie individuelle ou des associations. Donc, pour faire simple, les mouvements religieux ou de courants de pensée n'ont pas à dicter la loi ni à interférer dans l'exercice d'une mission de service public, et inversement, ni l'administration publique ni l'autorité politique au pouvoir n'a à imposer une quelconque façon de penser ou de croire ou à instrumentaliser la religion à des fins politiciennes. Donc de façon aussi plus spécifique, pour armer la raison des futurs citoyens, ce mouvement laïque, il a aussi toujours soutenu l'école publique. D'abord l'école publique, notamment face au large subventionnement de l'enseignement privé confessionnel
sous contrat d'association depuis les lois Marie et Barranger et Debré des années 50. Et puis aussi, de façon générale, le mouvement laïque français s'est également posé en défenseur de la pleine laïcité, de la réalisation effective de la laïcité. Et ça passe par le traitement de la question sociale. Et là, on connaît là-dessus les propos de Jean Jaurès, en particulier ceux qu'il tenait en 1904 dans les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi de 1905, puisqu'il faisait ce lien entre questions sociales et questions laïques, et c'est des propos qu'on pourrait résumer par la formule « La République doit être laïque et sociale, mais elle ne sera laïque que si elle devient sociale ». Mais depuis la fin des années 80, et de façon plus marquée depuis les années 2010, les marqueurs publics et médiatiques de la laïcité ne sont factuellement plus du tout cela. Et s'éloignent factuellement, progressivement, de plus en plus couramment, de la définition juridique de la laïcité, de la loi de 1905 elle-même, alors qu'elle est souvent mise en avant par ces mêmes personnes qui pourtant racontent autre chose. Parce qu'effectivement, maintenant, lorsque ce grand principe est l'occasion de débat public, généralement, c'est plus vraiment pour parler de mixité sociale, d'interaction socio-culturelle et convictionnelle à renforcer, donc de lien question sociale, question laïque. C'est pas pour parler de financement public à verser en premier lieu à l'école publique. Ce n'est pas non plus pour parler de subventionnement public à proscrire pour toute activité religieuse, ni pour parler d'offres de services publics laïques, notamment scolaires, à assurer partout sur le territoire pour éviter que ne se développent que des offres confessionnelles, ni pour parler d'exigences de neutralité de l'État afin de refuser tout privilège à une tradition religieuse donnée, etc., etc. Non, maintenant, quand c'est évoqué, quand on parle de laïcité, dans le débat public, c'est plus régulièrement pour parler d'un sujet finalement très imprécis, qui est celui de l'identité. Et pour donner quelques exemples, ça va être pour parler d'expressions religieuses individuelles, minoritaires, qui seraient soi-disant à systématiquement proscrire dans un espace collectif, et donc de s'en prendre à des libertés individuelles. Ça va être pour parler de menus uniques qu'il faudrait soi-disant imposer à la cantine scolaire. Ça va être pour parler de traditions religieuses majoritaires, soi-disant, qui seraient, soi-disant, à favoriser par une administration locale. Ça va être aussi pour parler d'identités dites majoritaires qui seraient, soi-disant, à défendre contre des identités dites minoritaires, etc., etc. Cette évolution, elle s'est constatée dans un contexte bien connu. Alors d'abord, contexte d'opposition grandissante à l'immigration dans un pays en crise, dans une société en crise économique, sociale, crise écologique, crise d'identité dans la mondialisation, crise sanitaire, mais aussi dans un contexte plus large de polarisation de la société. C'est un contexte très, très étudié en sociologie, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez une partie de la population croissante encore aujourd'hui, ce qui veut dire que le phénomène de sécularisation continue, qui s'éloigne du religieux. Donc, encore une grande partie de la population croissante qui s'éloigne du religieux. Mais vous avez une autre partie de la population au sein de divers courants religieux qui au contraire va réactiver ses appartenances identitaires, y compris de façon visible et publique. Donc c'est pas un retour à la religion en ce sens où la sécularisation continue, il y a toujours une majorité de la population qui s'éloigne du religieux, mais c'est un recours à la religion chez beaucoup de nos concitoyens. Alors pour beaucoup d'entre eux, ça va être un recours comme valeur refuge. La religion a toujours été une valeur refuge, soit parce qu'en situation de fragilité économique, sociale, psychologique, soit en réaction à l'échec de ce qu'on appelle les idéologies séculières, c'est-à-dire le capitalisme, le communisme, le libéralisme, le nationalisme, le socialisme, etc. Soit en réaction tout simplement à la sécularisation, soit en réaction à la visibilité accrue d'autres religions, donc là on est dans une concurrence entre religions, soit tout simplement, ça peut être autre chose, ça peut effectivement être tout simplement le fait d'assumer publiquement sa foi dans une société et dans un état laïque qui du coup normalement le permet. Mais en tout cas ces contextes, évidemment ça crée de fortes tensions. Et ces tensions dans le débat public, elles sont particulièrement portées sur une religion, sur l'islam. Pour plein de raisons. D'abord en raison de confusions pour le moins dommageables qui vont être faites entre la pratique générale de l'islam qui ne pose pas de difficultés particulières et les attentats islamistes qui eux évidemment suscitent une inquiétude pleinement légitime et à laquelle il faut répondre mais au bon niveau. Ce n'est pas deux choses équivalentes et tout à fait à confondre évidemment. En raison aussi de conflits au Proche-Orient qui peuvent être
importées. En raison également d'une insuffisante mixité sociale et socioculturelle qui conduit à des replis sur soi entre populations qui finalement ne se connaissent plus vraiment. Avec aussi un entraînement de ressentiment qui se développe de part et d'autre. En raison également d'une concentration d'une partie de la population de confession musulmane dans des quartiers dits ségrégés et dans des catégories socio-professionnelles plus fragiles. En raison aussi de notre passé colonial, conflictuel avec d'anciennes colonies ou d'anciens protectorats, qui reste, quoi qu'on en pense, très présent dans l'inconscient collectif. En raison également de conflits de structuration du culte musulman lui-même entre pays dits d'origine, donc Algérie, Turquie, Maroc en particulier, et qui souhaitent maintenir une influence sur ce qu'ils considèrent être encore comme leur diaspora et parfois même en opposition avec les nouvelles générations de Français de confession musulmane. Et puis enfin aussi en raison parfois, c'est vrai, d'une exacerbation religieuse qui peut poser des difficultés qui va être revendiquée par certains groupes minoritaires, eux-mêmes souvent influencés par des ingérences étrangères, généralement issus des pays du Golfe, et de façon un peu différente parfois de la Turquie. Et là, c'est vrai que contre cette ingérence étrangère, en particulier des pays issus du Golfe, force est de constater que l'État n'a pas fait grand-chose. On sait bien pourquoi. Et puis alors par ailleurs, au-delà du seul islam, on constate désormais une expression plus visible de la religion, c'est en réalité certains croyants de toutes les religions, avec désormais des replis rigoristes, ou en tout cas conservateurs, qui sont de plus en plus courants dans beaucoup de courants religieux. On peut évoquer par exemple les courants Lubavitch, qui étaient tout à fait étrangers au judaïsme français jusqu'aux années 90-2000, et qui désormais sont très présents dans le judaïsme français. On pourrait évoquer aussi les courants traditionalistes dans le catholicisme, qui sont de plus en plus présents, qui repartent en force, en particulier chez les jeunes membres du clergé catholique. On pourrait aussi évoquer certains courants du protestantisme évangélique, qui est lui-même très large et très complexe, mais certains courants qui sont très conservateurs. Sachant d'ailleurs que le courant protestantisme évangélique en général est le courant religieux le plus en expansion aujourd'hui en France, puisqu'il est estimé qu'un temple protestant évangélique s'ouvre tous les 10 jours en France. Donc, vous voyez, il y a une forme d'opposition en fait entre celles et ceux qui se sont éloignés de la religion et celles et ceux qui réaffirment une identité religieuse. Alors évidemment, ça crée des crispations. D'ailleurs, il faut le noter, ces crispations sont plus fortes dans l'Hexagone que dans la plupart des collectivités ultramarines. Pour, là encore, tout un tas de raisons, mais notamment parce que dans beaucoup de collectivités ultramarines, il y a d'abord plus de religiosité, donc plus d'habitude de la religion. Il y a plus de syncrétisme aussi, de mélange des religions. Il y a aussi, concernant l'islam, une plus grande diversité de sa population qui est vraiment réelle sociologiquement, qui est au sein de toutes les catégories socio-professionnelles. Et sa structuration se fait sur la base d'ultramarins et pas par l'ingérence de pays étrangers, pas par ce qu'on appelle l'islam consulaire. Mais enfin donc, il y a des difficultés, il y a des crispations, je le disais, il y a des problèmes, il y a des difficultés palpables et identifiables. Pour autant, elles ne sont pas non plus généralisables, évidemment, comme on entend parfois. D'autant plus que les atteintes à la laïcité sont souvent confondues dans le débat public avec des atteintes beaucoup plus larges, et sur le coup beaucoup plus répandues, qui sont les atteintes plus larges aux exigences minimales de la vie en société. Par exemple, des atteintes à l'égalité femmes-hommes. Ce n'est pas des atteintes à la laïcité. Et souvent, elles sont confondues. D'ailleurs, dans les remontées de l'éducation nationale, c'est confondu. Il y a tout un tas d'atteintes qui sont confondues avec l'égalité femmes-hommes. Par exemple, les atteintes à la dignité en général sont souvent aussi confondues avec les atteintes à la laïcité. Et puis alors, carrément, parfois, les atteintes à la laïcité sont carrément confondues avec les actes terroristes. Or, les actes terroristes, qui sont d'une extrême gravité, renvoient en réalité une multitude de champs, évidemment, multitude de champs sur lesquels les pouvoirs publics ont bien sûr le devoir d'agir, mais qu'il faut bien distinguer. Si on revient plus précisément sur les seules atteintes à la laïcité, il reste qu'évidemment, il est absolument nécessaire de les prévenir en amont, ce qui suppose des formations, des sensibilisations, des outillages des acteurs de terrain, des praticiens de la laïcité. C'est ce que faisait l'Observatoire de la laïcité. C'est en ça aussi qu'il était très utile, il était sollicité tous les jours. Donc la Vigie de la laïcité essaye de continuer ce travail, de répondre à tout un tas d'interrogations. Et puis on intervient un peu partout en France pour aider en cela. Juste vous rappeler que ces outils, qui pour beaucoup heureusement sont toujours accessibles, en tout cas en ligne, ils rappelaient le droit et puis ils rappelaient quelle posture adopter face à telle ou telle situation. Là j'en reviens du coup à la pratique.
Je vais aller vite sur le secteur privé qui n'exerce pas de mission de service public, ce qu'on appelle la gestion des faits religieux. Il faut vous rappeler que dans le secteur privé, le ressenti et la subjectivité ne peuvent pas être des critères sur lesquels on s'appuie pour restreindre une liberté. Donc si vous voulez encadrer la manifestation d'un fait religieux ou d'une appartenance religieuse de la part d'un salarié ou d'une salariée, il faut que ça repose sur des critères objectifs. Il faut qu'effectivement ce soit pour que la personne puisse pleinement accomplir sa mission. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Mais on ne peut pas juste interdire un signe religieux ou la manifestation d'une conviction juste parce que ça ne nous plaît pas. Non. Il faut que derrière, ce soit la bonne marche de l'entreprise ou le bon accomplissement de la mission qui soit mis en difficulté. De façon générale, les acteurs de terrain, qu'ils soient dans l'exercice d'une mission de service public ou pas, sont encore quand même assez nombreux à se sentir mal outillés. Et donc, il y a le risque que ces acteurs de terrain cèdent à deux attitudes qui sont incompatibles avec ce qu'on pourrait appeler l'approche laïque. C'est-à-dire que soit ils vont tout autoriser, et c'est pas bon parce que ça peut favoriser des droits distincts et donc des replis, soit ils vont tout interdire, et c'est évidemment très mauvais parce que ça va favoriser des discriminations et des provocations en réaction. Donc là encore, on en revient au juste équilibre. Et le juste équilibre, ce n'est pas de répondre à un intérêt particulier, mais c'est toujours d'offrir une réponse d'intérêt général. Et là, l'exemple type, c'est celui de la restauration scolaire. La meilleure des solutions dans une approche laïque, c'est l'offre de choix avec et sans viande. Quand on est à l'école publique, il n'y a pas de nourriture confessionnelle, puisque l'école publique est séparée des religions, mais il y a une offre de choix avec et sans viande. Parce que quand vous offrez du choix avec et sans viande, eh ça permet aux élèves de manger ensemble sans assigner personne à une quelconque appartenance. Parce que les raisons de manger un plat avec viande ou sans viande sont multiples. Ça peut être parce que vous êtes croyant, juif, hindouiste, musulman. Ça peut être parce que vous êtes végétarien. Ça peut être parce que vous avez un certain régime alimentaire. Ça peut être parce que vous avez trop mangé de viande la veille et vous n'avez pas envie de manger de viande. Voilà. Les raisons sont multiples et du coup, ça vous permet de ne pas assigner les élèves à une quelconque identité. Et ce qui est très important aussi, c'est que ces élèves mangent au même table. C'est-à-dire qu'ils prennent un plat avec viande, un autre sans viande. Et bien, il faut qu'ils mangent au même table. Le repas doit être préservé en commun. Autre exemple qui a fait pas mal d'actualité, c'est les fameuses tenues couvrantes des élèves par rapport à la loi de 2004. Bon, en réalité, il n'y a pas besoin de se créer des nœuds inutilement. Est-ce qu'effectivement une robe couvrante, une jupe longue ou un bandana sont interdits par la loi de 2004 ? En soi, non. Non, parce que ce qui est interdit par la loi de 2004, ce sont les signes déjà ostensibles, donc visibles de tous. Donc quand vous avez un doute, c'est qu'à la loi, c'est ostensible. Visibles de tous et qui sont reconnaissables de tous comme un signe d'appartenance religieuse. Mais après, effectivement, en revanche, si l'élève ne se change jamais de tenue et du coup refuse de se mettre en tenue adaptée pour participer à des travaux pratiques de chimie ou de ce que vous voulez, ou pour participer à des cours de sport, là c'est un problème. Et effectivement, ça veut dire que ça marque une appartenance que de vouloir constamment porter le même vêtement et donc comme une sorte d'uniforme, de refuser de participer à d'autres cours pour ce faire. Et donc là, en effet, la loi 2004 est applicable, puisqu'effectivement, il peut y avoir détournement de la vie. Autre exemple, peut-être très concret, si une auxiliaire de vie refuse d'apporter certains aliments comme du porc, parce qu'elle est de confession juive ou musulmane, refuse d'apporter certains aliments à la personne dont elle a la charge du suivi, ben là elle peut être sanctionnée parce qu'il s'agit, ça j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, à une de ses obligations contractuelles. C'est-à-dire qu'évidemment, cette salariée, on ne va pas l'obliger à manger ce repas, c'est pas pour elle, c'est pour la personne dont elle a la charge du suivi. Mais sa mission, en tant que salariée, c'est effectivement d'apporter ce repas à la personne dont elle a la charge du suivi. Donc elle doit pouvoir être apte à sa mission. Donc effectivement, si elle met en avant sa religion pour refuser d'accomplir sa mission, alors effectivement elle peut être sanctionnée. Autre exemple, dans le secteur médical, et c'est un exemple malheureusement très répandu, beaucoup trop répandu, et dans les médias parlent très peu étonnamment. Je préfère parler d'autre chose, et on sait trop bien quoi. Mais par exemple, si vous avez un médecin qui ne souhaite pas procéder à une interruption volontaire de grossesse, une IVG, vous savez, les médecins en clause de conscience peuvent ne pas pratiquer certains actes. En revanche, la loi l'oblige à ne pas dire pourquoi, ne pas faire de prosélytisme vis-à-vis de la patiente, ne pas dire pourquoi il s'y refuse, et simplement l'oblige à donner à la patiente les coordonnées d'un médecin qui pourra tout de suite pratiquer cet acte et qui pourra faire cette IVG. Ça, c'est absolument essentiel. L'acte doit être réalisé. Or, malheureusement, très souvent, il y a une attitude bloquante de certains
médecins, qui en plus vont faire des prosélytismes, vont dire que tu ne dois pas faire cette IVG parce que ceci, parce que là, cela, et ça, c'est tout à fait inacceptable. On pourrait aussi parler de l'exemple des élus qui intéressent souvent, je crois, à la libre pensée. Alors, si vous avez des élus qui participent à une cérémonie religieuse, en représentant l'administration publique, par exemple, un maire qui va à une cérémonie, à une messe suite au décès d'un des fonctionnaires municipaux. Donc le maire y va pour représenter la municipalité. C'est normal, il peut le faire bien sûr auprès de la famille du défunt. Là, comme il représente l'administration publique, il ne doit pas se signer, il ne doit pas communier, parce qu'il y est en tant que représentant de l'administration publique. Si après vous avez un élu qui est dans un débat politique, en campagne électorale, là il fait ce qu'il veut, parce qu'un élu par définition, il n'est pas neutre puisqu'on vote pour des idées politiques. Quand vous votez pour quelqu'un, il a des idées politiques, il n'est pas neutre. Donc effectivement, un candidat, un homme politique, une femme politique peut avoir des idées politiques, évidemment, c'est la base, et aussi du coup d'autres idées syndicales, philosophiques et religieuses. D'ailleurs, aux deux dernières élections présidentielles, vous aviez des candidats qui mettaient en avant des convictions religieuses. Bon, après c'est aux électeurs de choisir en connaissance de cause. Mais effectivement, les élus ne sont pas soumis à l'administration. Ils ne sont soumis, je le répète, quand ils représentent l'administration publique et quand ils exercent une mission de service public. Par exemple, si vous célébrez un mariage en mairie, vous devenez officier d'état civil. Vous êtes un maire, officier d'état civil, donc là vous êtes dans l'exercice d'une mission de service public. Et donc là, bien sûr, vous êtes soumis à la neutralité. On peut aussi évoquer les questions d'égalité entre femmes et hommes. Je le disais, ce n'est pas directement lié à la laïcité. Vous le savez bien, en 1905, quand la loi est adoptée, il n'y avait même pas encore le droit de vote pour les femmes. Il n'y avait pas d'égalité entre les femmes et les hommes. Donc on voit bien que ce n'est pas directement lié, malheureusement. Il y avait même des gens qui se disaient très laïques et qui s'opposaient au droit de vote. On pense à Émile Combes, qui portait d'ailleurs un autre projet que celui qui a finalement été adopté, celui d'Aristide Briand. Émile Combes s'opposait au droit de vote des femmes. Donc, on voit que ce n'est pas forcément lié. En revanche, parfois il peut y avoir des connexions. Par exemple, quand vous avez un agent public qui revendique son appartenance religieuse pour refuser une égalité entre les femmes et les hommes. Bon, évidemment c'est inacceptable. Et dans tous les cas, les réponses sont très claires. Il n'est pas question d'autoriser sous aucun prétexte, qu'il soit religieux ou autre, une quelconque inégalité entre les femmes et les hommes. Le droit commun l'emporte évidemment sur toute éventuelle interprétation religieuse dans laquelle on n'a pas à rentrer. Et si un employé, qu'il exerce une mission de service public ou non, refuse de se conformer à l'autorité de sa responsabilité hiérarchique parce que c'est une femme, cet employé est évidemment passible d'une sanction. Donc en résumé, on voit bien sur toutes ces questions, et peut-être même surtout sur les plus délicates, les plus sensibles, il faut savoir garder la tête froide, il faut appliquer le droit, rien que le droit, et tout le droit. Et là, il faut rappeler que dans un état de droit, on n'interdit pas tout ce qui peut nous déplaire individuellement, même si ça peut être l'occasion de débats avec les premiers ou les premières concernées, on n'interdit pas tout ce qui nous déplaît individuellement, et heureusement. Dans un état de droit, on interdit uniquement tout ce qui trouble objectivement l'ordre public, qui trouble la paix civile, et tout ce qui est imposé à autrui contre son gré et en dehors du cadre légal. Puis dans la posture de chacun, il faut aussi garder en tête que la laïcité doit rester un outil d'émancipation, et un outil de rassemblement évidemment. Quand on entend très souvent dans les débats publics, dans les médias, l'utilisation de la laïcité pour diviser, pour stigmatiser ou autre, ça n'a aucun sens, puisque par définition, la laïcité a été conçue pour rassembler. Et puis en parallèle, je crois qu'il faut toujours rappeler l'importance de la question sociale pour assurer la pleine laïcité. Je le disais tout à l'heure. Et donc il faut renforcer la mixité sociale, parce que si vous n'avez pas une diversité dans l'habitat, une diversité dans l'école, eh bien de fait, vous avez des communautés qui vivent les unes à côté des autres. C'est tout à fait l'inverse de la laïcité. La laïcité, c'est un outil pour qu'on fasse ensemble, plus que vivre ensemble, pour qu'on fasse ensemble, pour qu'on construise ensemble. Donc pour ça, il faut qu'on soit un peu différents entre nous. Et donc on a absolument besoin, évidemment, de cette mixité sociale qui est très faible aujourd'hui dans l'habitat et dans l'école. Par ailleurs, il est évidemment très important aussi de rappeler combien tous les jeunes françaises, français doivent se sentir, s'affirmer citoyennes, citoyens français. Pour ça, il faut qu'ils se sentent perçus comme citoyens français. Or, force est de constater que ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas, notamment vis-à-vis des jeunes d'origine des Outre-mer, d'origine maghrébine, d'origine subsaharienne, d'origine asiatique, etc. Et ça, ce sentiment d'appartenance qui est absolument essentiel,
il passe par l'éducation nationale, mais il passe très largement par tout un tas de choses, par la culture, il passe par la nécessaire diversité des mémoires. Il faut que tous nos jeunes puissent s'identifier à tout un tas de personnalités qui ont participé à notre histoire commune. Et il y en a plein de personnalités qui viennent de tout horizon, qui sont de toute conviction, de toute confession et qui ont participé à notre pays, mais dont on parle quasiment jamais. Déjà, on parle quasiment jamais des Outre-mer, dans le débat public, mais plus largement de tout un tas de personnalités. Et donc, moi souvent, quand je vois les jeunes, je parle de ces personnalités, qui sont peu connues de ces jeunes, mais qui sont malheureusement même peu connues de beaucoup de Français. Donc on peut citer par exemple l'émir Abdelkader, on peut citer Jeanne Nardal, on peut citer Déo Bantry, on peut citer Solange Faladé, Cédar Senghor qui est quand même un peu connu, Salinté Belaïr, Henri Sidambarov, tout un tas de personnalités qui sont toutes de confessions différentes ou de convictions différentes, qui sont toutes d'origines géographiques différentes, mais qui ont toutes participé à notre histoire commune et qui d'ailleurs ont toutes été décorées par notre pays. Et ça nous rappelle que la loi du 9 décembre 1905, dont on célèbre là les 117 ans, elle a ancré la République française dans la filiation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1782. À l'époque donc du conflit des deux France, où on avait qui disait non, la France est la fille née de l'Église, etc. Non. Cette loi, elle nous ancre dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et donc elle ne fait plus de distinction entre ces citoyens. Elle ne sépare aucune majorité supposée de différentes minorités supposées. Il n'y a et il ne devrait y avoir que des Françaises et Français à égalité de droits et de devoirs, quelle que soit leur appartenance propre, quelle que soit leur conviction, quelle que soit leur confession ou leur non-confession. Ça, c'est vraiment essentiel de le rappeler. Et quand on dit cela, on ne nie pas notre histoire, on ne nie pas les influences plus ou moins fortes qui l'ont traversée. On en parlait tout à l'heure, à Marseille, il y a notamment une influence forte de l'Église catholique. Mais en revanche, on en tire les leçons. On tire les leçons de notre histoire pour ne pas faire de notre diversité factuelle une source de division violente, mais pour au contraire en faire une richesse et véritablement faire nation. Voilà, je vous remercie. Petite question par rapport à la présence d'un local catholique avec un curé dans un lycée public. Est-ce que c'est pareil que d'avoir un local syndical au boulot? Ben, ça, si c'est un lycée qui a un internat, il est possible qu'il y ait des aumôniers, puisque dans les internats, dans tous les espaces contraints, ça c'est prévu par l'article 2 de la loi de 1905, c'est-à-dire tous les espaces où il y a des personnes qui sont contraintes dans leur déplacement, qui ne peuvent pas aller se rendre sur leur lieu de culte, comme la loi de 1905 permet aussi le libre exercice des cultes, dans tous les espaces contraints, il peut y avoir des services d'aumônerie. En plein Paris, c'est... Donc c'est possible qu'il y en ait dans des lycées qui ont des internats. Mais dans ce cas, normalement, il devrait y avoir des services d'aumônerie pour tous les cultes, et pas que pour un. Après, il y a des survivances historiques qui font que souvent, il n'y en a qu'une, mais c'est un problème. Il faudrait qu'il y ait une égalité réelle de traitement et que du coup, tous puissent avoir accès, tous ceux qui sont internes, de différentes religions, puissent avoir accès à un service d'aumônerie. Monsieur? Oui, merci pour tous ces éléments sur la laïcité, tout ce rappel des fondamentaux. Moi, je voulais vous questionner sur le communiqué. Comme avant, je travaillais à Solidarité laïque, donc on avait diffusé votre ouvrage. Mais j'en suis parti avant la loi du 24 août 2021. Donc voilà, peut-être pour avoir plus d'éléments pour pouvoir mieux critiquer cette loi et mieux répondre à des interlocuteurs qui la défendraient. Si vous pouvez un peu revenir sur ce qui est cité dans le communiqué sur les libertés publiques affectées, de conscience de culte, d'expression, d'association, droit à l'instruction, libre administration des collectivités territoriales. Et si quand même cette loi, qui est plutôt de droite et qui pointait pas mal du doigt l'islam, me semble-t-il, a quelques aspects positifs. Je pensais notamment au contrôle plus serré sur le financement des associations, dans les associations cultuelles déguisées en associations culturelles, ou si c'est plus une forme de diversion ou d'instrumentalisation. Il y a des aspects positifs et d'ailleurs ces aspects émanent de l'Observatoire de la laïcité, puisqu'il y a heureusement quand même quelques reprises de préconisations que j'avais quand il n'y avait plus les membres, ou qu'on avait quand il y avait encore les membres, rédigés à l'époque de l'Observatoire de la laïcité. Donc ça c'est plutôt bien, et effectivement ces aspects positifs à mon sens, c'est par exemple l'article sur
que j'avais sur le coup recommandé, sur la séparation à bien faire entre assos qui font du cultuel, du religieux et assos qui font du socio-culturel, et donc inciter les assos qui font un peu de tout à se mettre en asso culturel, loi 1905 pour l'aspect religieux, et à se mettre en asso 1901 pour l'aspect socio-culturel. Donc on ne mélange pas les genres. Or, vous le savez, depuis la loi de 1905 et le refus de l'Église catholique d'appliquer la loi, en 1905, l'Église catholique refuse d'appliquer la loi, refuse de créer des associations loi 1905, associations cultuelles, refuse de récupérer les biens de l'Église. C'est pour ça d'ailleurs qu'encore aujourd'hui, il y a tout un tas d'églises qui sont toujours à la charge des collectivités locales, parce que l'Église a refusé de prendre ses biens dans des associations diocésaines loi 1905. Ben, du coup, ça a forcé le législateur à faire une loi en 1907, puis une loi en 1908, pour autoriser les religions qui le voulaient, donc en l'occurrence, là à l'époque c'était l'Église catholique, de gérer le culte en loi 1901. Et c'est pour ça que depuis, vous avez des lois 1901 qui font du culte, mais aussi du socio-culturel. Ça mélange les gens. Il a fallu attendre 1924 que l'Église catholique accepte de faire des associations diocésaines à peu près équivalentes aux associations culturelles, mais il y a toujours cette spécificité-là qui perdure, et donc pour ça qu'effectivement vous avez un certain nombre de nouvelles religions, comme on dit, installées dans l'Hexagone, comme les bouddhistes, les musulmans, qui se sont mis souvent en loi 1901, par simplicité, mais qui du coup font à la fois du socio-culturel et du religieux. Et donc ça mélange les gens. Donc là, effectivement, moi j'avais préconisé qu'on incite fortement et qu'on crée des incitations techniques, d'ordre technique, à séparer les deux structures. Et pour ce faire, ben, les avantages fiscaux ils sont maintenus, qui existent là, pour les lois 1905, mais ils ne sont maintenus que pour les lois 1905. Et en revanche, les contrôles qui pèsent sur les lois 1905 sont étendus aux lois 1901 qui font du religieux. Donc, du coup, ça ne sert plus à rien de rester en loi 1901 si on fait du religieux. Mieux vaut se mettre en loi 1905 pour faire du religieux. On n'a plus aucun intérêt à rester en loi 1901. Ça, c'était pour distinguer les choses. Et je pense qu'en effet, c'est une bonne chose. Mais à côté de ça, il y a beaucoup, et puis il y a aussi effectivement le renforcement qui était aussi dans un ancien avis de l'Observatoire de la laïcité de certains flux financiers des associations culturelles religieuses, effectivement, avec contrôle des comptes, expertise, ça c'est très bien. Mais après, inversement, il y a d'autres aspects plus négatifs. Typiquement, pour rester sur les associations culturelles, et le communiqué en parle, il est demandé en même temps, si vous voulez être en association culturelle loi 1905, en revanche, votre qualité culturelle, religieuse, doit être reconnue par le préfet lui-même, et ce tous les 5 ans. Et ça, c'est un problème. C'est un problème pour deux raisons. D'une part, ça peut être très lourd administrativement selon la pratique de la préfecture. Donc les assos, ça ne les incite pas à se mettre en loi 1905. Ça peut être contre-productif par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'elles vont rester en loi 1901 parce qu'elles ne savent pas si le prochain préfet va accepter leur qualité culturelle. Et donc, si le prochain préfet ne va pas remettre en cause leur qualité culturelle et les refaire partir en loi 1901. Et en plus, c'est un autre problème en termes de séparation. Parce que c'est pas du tout à l'administration de dire si c'est religieux ou pas. Dans un état laïque, par définition, c'est pas au préfet de qualifier le religieux. Vous voyez ce qu'on normalement, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'était automatique. Quand vous déclarez en association culturelle, ça veut dire effectivement que vous respectez les seuls critères objectifs qu'on puisse reconnaître l'association culturelle, c'est-à-dire l'exercice collectif d'un culte, voilà, autour d'un cérémonial. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais le préfet n'a pas à aller plus en amont là-dessus, plus en avant là-dessus. Parce que c'est pas au préfet de dire ça c'est bien, ok, j'accepte que ce soit une association religieuse, ça j'accepte pas. Là, ça met en cause le principe de séparation. Et ça peut conduire à des instrumentalisations de la religion à des fins politiciennes. Donc ça, c'est sur cet aspect-là. Après, il y a un problème sur les libertés associatives, bien sûr, parce que vous avez des contrôles qui sont administratifs, qui ne passent pas par le juge. Vous avez le référé, je crois qu'on en parle, il me semble, voilà, oui, le déféré laïcité, par exemple, qui est très limite, et qui, par exemple, aussi concerne... les articles sont très imprécis. La possibilité de poursuivre si vous avez de la demande, une demande qui créerait une adaptation du service public. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Par exemple, vous avez une mairie qui ne fait pas d'offre de choix dans les cantines scolaires. Si demain, vous avez un collectif qui demande à ce qu'il y ait une offre de choix, c'est pas anti-laïque, enfin, vous voyez. Et pourtant, selon comment vous interprétez l'article de la loi en question, ça pourrait être vu comme une attaque à la loi commune. C'est sûr,
puisqu'au contraire, l'offre de choix est plutôt l'approche laïque à respecter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ces imprécisions dans cette loi qui peuvent donner la voix à une autorité à un certain excès de zèle et à une appréciation subjective de la situation. Et donc ça donne potentiellement trop de pouvoir à l'administration, à l'autorité administrative. Ce n'est pas assez cadré objectivement. Pareil sur le contrat d'engagement républicain. Il peut être contesté sur plusieurs dispositions. Par exemple, vous avez un des engagements, un des 7 engagements, c'est le respect des symboles de la République. C'est très large. Donc c'est la devise, c'est l'hymne, c'est tout ça. Donc typiquement, vous avez un festival associatif qui passe certaines musiques qui vont se moquer ou qui vont reprendre l'hymne national. Il y en a plein de musiques et de chansons qui reprennent l'hymne national. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, tac, ça tombe sous la loi et qu'on retire les subventions à l'association. Typiquement, là, l'article n'est pas précis. Et potentiellement, oui, on pourrait avoir un préfet qui dit ça tombe sous le coup de la loi, je vous retire mes associations parce que ce que vous avez passé comme musique, ça ne me plaît pas. Vous voyez, c'est tout ce genre de choses qui, effectivement, vont trop loin et ouvrent la voie à des atteintes aux libertés associatives. Les crèches en mairie. Alors ça, c'est encore autre chose, on pourra en parler. Mais je ne sais pas si je réponds déjà à votre... C'est monsieur. Non, Oui. Non mais du coup, oui, ce que vous dites par ricochet, ça joue aussi sur la liberté de conscience et la liberté d'expression, c'est pour ça que vous le citez. Mais après, voilà, sur la libre administration des collectivités... Ah oui, si aussi, parce qu'effectivement, c'est le préfet qui peut mettre en cause une action d'une administration publique, en fait, qui va mettre en cause, typiquement, voilà, je parlais de la restauration scolaire, c'est la municipalité qui s'occupe de ça. Et le préfet peut dire ça va pas, c'est comme ça que ça doit se faire. Et ça met en cause la libre administration de la collectivité. Oui, c'est dans le domaine de la marchandisation. Pardon? De la marchandisation, parce que Ouais. par exemple, dans le supermarché, vous pouvez trouver par exemple des pâtes soi-disant halal. Ça n'a rien à voir, etc. Il y a d'autres produits aussi, il n'y a pas que ça. Et donc, comme les publics, ils considèrent que c'est à consommer, donner des choix, donc ils introduisent tous sous prétexte d'une religion déterminée. Ça fait peu. C'est sûr que vous pouvez avoir aussi des excès de religion qui vont, pour des raisons commerciales, vouloir mettre de la religion partout. Oui. Ouais. Vas-y. Et ça, c'est renforcé d'ailleurs par le fait que vous n'avez pas la mixité sociale dont je vous parle, donc il n'y a pas d'interaction socioculturelle, donc il y a des replis communautaires, des replis entre soi. Et on est dans l'entre-soi, et donc on va avoir des commerces dans l'entre-soi, etc. Et ça suppose du courage politique qui est celui de mélanger les populations. Et on ne peut pas dire que nos politiques, certains de nos politiques, aient ce Oui, courage-là. mais c'est dangereux aussi parce que, par exemple, si vous invitez des gens, parce que vous les connaissez, Ouais. et il y en a un qui va dire ça, on va pas ces pâtes, s'ils n'ont pas halal. C'est ce que je viens de vous dire. Oui, C'est renforcé par le fait qu'on ça vit met en séparément. conflictualité Oui, mais c'est ce relation que je viens de vous dire, c'est qu'il faut mélanger les populations pour que les populations n'aient pas des raisonnements binaires et des raisonnements de repli et des conceptions beaucoup trop fermées et cloisonnées. Et pour ça, ça suppose que les gens se mélangent dès le départ, dès le plus jeune âge, dans l'habitat et puis dans l'école. Et c'est pas trop le cas en ce moment. Parce que vous allez dans la mixité sociale, par exemple, à l'école, a beaucoup perdu. Il y a beaucoup moins de mixité sociale dans les établissements scolaires aujourd'hui qu'il y en avait il y a 20 ans, et c'est pas normal. On aurait dû au contraire aller dans le sens inverse. Ouais. On pourrait aussi parler d'ailleurs du privé qui ne prend pas sa part, avec un enseignement privé qui est pourtant rémunéré par l'État, pour ce qui est celui qui est pas, et qui pourtant ne va pas participer à la mixité sociale, puisqu'ils vont sélectionner d'une manière ou d'une autre leur public scolaire, et qui vont, on l'a vu avec la publication des IPS, des indices de positionnement social, où effectivement on constate que les écoles privées ne sont pas du tout respectueuses de la diversité de la sociologie française, de la société française, et vont accueillir d'abord les classes privilégiées. Donc il faut aussi que les écoles privées prennent leur part, parce que sinon c'est l'école publique qui est à la charge de toute la pauvreté, de toutes les classes sociales les plus en difficulté. Et donc ça ne fait que renforcer les replis communautaires, les communautés homogènes. Et donc par la suite, les vous écrivez là. Comment
se fait-il que dans notre République laïque, on traîne encore un président de la République qui est chanoine de la Troppe? Alors ça, ça revient souvent. Ben, ça, en fait, c'est un titre, vous le savez, qui date d'Henri IV, qui avait été offert à l'époque à un roi, donc à une époque où l'État n'était pas laïque, n'était pas séparé de l'Église. C'est une abbaye qui a été offerte, c'est un domaine qui a été offert au roi de France à l'époque, en réponse à son soutien à la papauté, et qui s'est maintenu historiquement, y compris jusqu'à la République laïque, et qui se transmet désormais aux chefs d'État que sont les présidents de la République. Si vous voulez, en tant que tel, on peut accepter le maintien de ce titre en ce sens où le Vatican est aussi un État qui peut remettre des titres honorifiques comme le sont pour nous la Légion d'honneur. Mais en revanche, ce qui est inacceptable, c'est que les chefs d'État se rendent à la cérémonie et y participent. Pourquoi? Parce que la cérémonie, elle implique une adhésion au culte catholique. Elle implique une gestuelle qui suscite l'adhésion du récipiendaire au culte catholique. Et ça, c'est pas grave, puisqu'il représente l'administration publique de l'État. Donc autant le titre peut être accepté s'ils le veulent, mais le président ne doit pas se rendre et participer à cette cérémonie qui est religieuse. C'est pour ça que vous avez certains présidents qui s'y sont refusés. D'autres questions dedans? Oui, j'ai une question, parce que de tout temps, en France, il y a eu des pratiques religieuses qui contreviennent à la laïcité dans les forces armées. Donc j'ai une question d'abord, est-ce qu'il y a quelques fondements juridiques, une marge qui laisserait ça possible. D'autre part, est-ce qu'on a des informations sur un élargissement, une raréfaction de ce genre de choses? Je pense en particulier à la gendarmerie. Et d'autre part, est-ce qu'on a des informations sur ce genre de situation dans d'autres forces de l'ordre civiles, cette fois dans la police? Alors effectivement, dans les forces armées, il y a une histoire très ancienne de la présence des religions, et en particulier, puisqu'à l'époque, elle était très majoritaire de l'Église catholique, avec des aumôneries un peu partout dans les casernes, et des présences fortes de représentants du culte catholique encore aujourd'hui, des symboles aussi de la symbolique, et qui continuent qui perdurent, et parfois en effet en contradiction avec la laïcité, puisque parfois vous avez carrément des marques d'adhésion au culte catholique de la part d'officiers en fonction sur le temps de leur fonction. Ça, c'est pas acceptable. Là, je le répète, qu'il y ait des aumôneries dans ces lieux, c'est normal, c'est des espaces contraints et les forces armées doivent pouvoir pratiquer leur culte, mais effectivement, l'administration, les commandements ne doivent pas favoriser un culte par rapport à un autre, et parfois, selon les casernes, selon les lieux, force est de constater qu'il y a quand même un privilège qui se maintient, le privilège d'une religion, en l'occurrence catholique, par rapport aux autres, et ça, c'est pas acceptable. Qu'il y ait des services d'aumônerie, sur le coup, ça a toujours très bien marché dans l'armée, ça s'est toujours très bien marché, ça s'est toujours très bien passé, vous avez des rations aussi, même parfois des nourritures confessionnelles quand ils sont en opération extérieure, où ils ne peuvent pas aller sortir, se nourrir, donc effectivement, exceptionnellement, il peut y avoir des services de nourriture confessionnelle, cachère ou halal. Ça, c'est depuis le 19e siècle, hein, c'est très ancien. Ça se passe plutôt très bien. Mais en revanche, qu'il y ait un avantage donné à une religion, c'est pas acceptable. Et ça, parfois, il y a des rappels à faire encore aujourd'hui. Ça se renforce ou pas, je ne sais pas. En tout cas, ça perdure, ça c'est sûr. Ensuite, concernant la gendarmerie, c'est vrai qu'on revoit depuis une dizaine d'années un retour de célébration de Saint-Patron et de la Sainte-Geneviève, plus qu'avant. Ça s'était un peu perdu et ça revient, y compris de la part de l'administration elle-même. Et ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que normalement, la célébration sur la base d'un Saint-Patron religieux peut se faire, mais par des associations de gendarmes privées. Des associations privées, et en aucun cas les fonctionnaires gendarmes doivent être obligés de participer à ces cérémonies et encore moins de marquer une adhésion au culte. Or, c'est vrai qu'on voit un retour en avant, y compris organisé par l'administration, de ces cérémonies. Donc si elles organisent ces cérémonies, il
faut absolument qu'elle le présente comme une cérémonie de convivialité sans aucune marque d'adhésion religieuse, sauf que c'est vraiment le cas. Et donc là, c'est un problème en effet, et c'est attentatoire en effet au principe de séparation. Après, pour la police, non, ça se fait pas trop, beaucoup mieux. C'est vraiment essentiellement dans les armées et dans la gendarmerie. Moi j'en ai eu. Alors peut-être, allez-y. Simplement, vous avez fait dans le début de votre intervention une allusion à la laïcité aux États-Unis. Ouais. Ça m'a intrigué parce que comme il y a Dieu sur le dollar et qu'il jure sur la Bible, j'ai pas bien saisi. Eh bien oui, tout à fait. C'est un exemple très important. À l'inverse donc de ce qu'on entend parfois, il n'y a pas de modèle unique anglo-saxon de ce point de vue-là. C'est pas vrai. Le Royaume-Uni et les États-Unis sont très différents. Par exemple, le Royaume-Uni, avant de venir aux États-Unis, clairement, on n'est pas du tout dans le même modèle que nous, puisque, vous le savez peut-être, vous avez possibilité, pour des conflits d'ordre familiaux ou d'héritage ou autre, d'avoir des arbitrages privés basés sur du droit communautaire, religieux ou autre, qui auront valeur légale, passer par un arbitrage privé, et donc ça déroge au droit commun. C'est impossible dans un modèle républicain laïque français, c'est impossible, il n'y a qu'une loi pour tout le monde. Et c'est aussi impossible aux États-Unis d'ailleurs. Aux États-Unis, il n'y a qu'une loi commune, il n'y a que le droit commun pour toutes et tous. Alors, au Royaume-Uni, il y a quand même des distinctions quand même, puisque en Écosse et au Pays de Galles, les administrations écossaises et galloises sont séparées des cultes et de toute église d'État. Alors qu'en Angleterre, et ça vaut finalement pour le roi du Royaume-Uni, eh ben, il y a l'église anglicane qui est encore église d'État, et le roi est chef de l'église d'État et chef de l'église anglicane. Donc il n'y a pas du tout de séparation. On voit, et là encore, ça n'existe pas aux États-Unis non plus. Aux États-Unis, il faut savoir que c'est paradoxal, mais aux États-Unis, la séparation, elle date de 1791. Premier amendement de la Constitution. Elle est plus ancienne qu'en France. Le mur de séparation cher à Thomas Jefferson, 1791. La première séparation, elle a été évoquée tout à l'heure en France, elle date de 1795 et elle n'a quasiment pas été appliquée. Donc il a fallu attendre 1905 pour qu'on ait une vraie séparation. Donc aux États-Unis, il y a une séparation plus ancienne que chez nous, paradoxalement. Roger Williams, dont je parlais tout à l'heure, qui était un théologien protestant américain, a mis en application vraiment ce qu'on pourrait considérer comme exactement la laïcité française en 1637, dans sa ville de Providence, dans ce qu'allait devenir le Rhode Island et ce qu'allait devenir les États-Unis. C'est très ancien, c'est bien avant nous. Donc en France, on a tendance à dire on est les meilleurs, on est les plus forts, on est les premiers. C'est pas toujours vrai. Première chose. Mais il y a toute une différence. Pourquoi les États-Unis ont fait cette séparation? Dans une logique assez différente de la nôtre. En France, il s'agissait de se libérer de la tutelle de l'Église catholique, qui était une tutelle ou quasi-tutelle sur la politique, mais sur la vie sociale en général. On se libère de cette tutelle et on crée l'égalité entre toutes et tous, qu'on soit religieux ou pas. Voilà. Aux États-Unis, c'est plutôt des gens qui ont fui les persécutions, souvent des protestants, qui ont fui les persécutions en Europe pour fonder leur État là-bas et qui se sont dit on s'est assez fait enquiquiner par l'État, ici on va faire un État qui est séparé des religions pour qu'on fasse ce qu'on veut en termes de religion. Donc c'était plutôt pour mettre en avant la liberté religieuse. Vous voyez? Donc cette séparation n'a pas le même fondement. On arrive à la même séparation en droit, mais sur un fondement très différent. Aux États-Unis, c'était d'abord pour en gros dire nous, individus, on fait ce qu'on veut. Si on a envie de croire, on croit comme on veut. En France, c'était plutôt on en a ras-le-bol d'avoir un État qui est religieux, en partie religieux, qui nous impose des dogmes. On fait ce qu'on veut, et donc l'État, il se sépare de la religion. Donc la logique est très différente. Mais en droit, effectivement, séparation dans l'un comme dans l'autre des cas. Et par exemple, aux États-Unis, alors ça va peut-être changer malheureusement, parce que Donald Trump a mis à la Cour suprême beaucoup de juges conservateurs très liés à la religion. Mais si on n'avait pas ces juges très conservateurs, ça ne changerait pas. Mais là, je pense, depuis un récent arrêt de la Cour suprême, que ça risque de changer. Mais jusqu'à présent, aux États-Unis, il est absolument impossible de subventionner une école privée confessionnelle. En France, on le fait totalement. En France, on paye l'école privée confessionnelle sous contrat. Aux États-Unis, c'est impossible. Parce que séparation. C'est l'école privée confessionnelle, elle s'autofinance. L'État fédéral ne met pas $1 dans le système américain confessionnel. Donc ça paraît étonnant, mais en fait, il y a une séparation. Et même au niveau des fonctionnaires, vous avez encore des fonctionnaires américains qui sont soumis à la même neutralité que les fonctionnaires français. Pas tous, parce qu'effectivement, depuis toujours, comme je vous l'ai dit, comme c'est d'abord la liberté de religion qui met en avant, il y a quand même une acceptation de la visibilité religieuse.
Mais vous avez quand même quelques fonctionnaires, comme les juges fédéraux, les agents fédéraux, qui sont soumis à la même neutralité d'apparence que les fonctionnaires français. En revanche, la grande différence, c'est que les États-Unis, c'est un État très religieux, un pays très religieux. La religiosité est très forte. La France est un État laïque et un pays sécularisé. Les États-Unis sont un État laïque, mais un pays où la religiosité est très forte, pas du tout sécularisée. Et c'est toute la différence. Et c'est pour ça qu'en effet, ils parlent tout le temps de religion. C'est pour ça que les politiques parlent tout le temps de religion, puisque leur population est très croyante. Et donc, effectivement, on voit mal un président américain être élu s'il n'est pas croyant en lui-même. La population étant très majoritairement croyante. Et c'est pour ça qu'ils font tout le temps des références à la religion. Mais, par exemple, c'est pour ça aussi qu'ils prêtent serment sur la Bible, mais ils ne sont pas du tout obligés de le faire. C'est écrit dans aucun texte. La Constitution ne mentionne aucune fois la religion aux États-Unis. La seule fois où il mentionne la religion, c'est pour dire séparation. Et donc, il faut savoir que s'ils prêtent serment sur la Bible, c'est par pur mimétisme depuis George Washington. Mais sinon, ils ne sont pas du tout obligés de le faire. Et il y a des présidents américains qui n'ont prêté serment sur aucune Bible, et même sur des textes juridiques. Pareil dans les procès. Dans les procès américains, vous prêtez serment sur le texte que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur une Bible. Et concernant la devise la plus ancienne des États-Unis, c'est une devise écrite en latin, qui en gros est très proche de la devise latine de l'Union européenne, qui est unie dans la diversité. Cette devise, c'est la seule, encore aujourd'hui aux États-Unis, qui est présente sur les passeports américains, sur les documents officiels américains, et sur le sceau du président américain, truc officiel. Et effectivement, ce qui est vrai, vous avez raison, il y a quand même une autre devise qui est, elle, sur les billets de banque, In God We Trust. Et cette devise, en fait, elle s'est effectivement développée et imposée de par cette religiosité très forte de la population, et en particulier suite à la guerre de sécession, avec cette croyance très générale. Mais la Cour suprême à l'époque avait dit il ne s'agit pas vraiment de marquer une préférence pour une religion ou de marquer l'adhésion de l'État à la religion. C'est une croyance en un peuple béni. Les États-Unis ont toujours considéré que c'était un peuple béni. Voilà. Donc c'est une croyance très générale dans un peuple béni, par une force supérieure. Et donc ils considèrent que c'est un peu différent. Et en plus, elle s'est imposée finalement, cette devise, dans les années 50. Avant, elle n'était pas du tout sur les billets de banque. Les billets de banque plus anciens, vous ne la trouverez pas. Au moment, évidemment, de la guerre froide contre le soviétisme athée. Voilà, donc vous voyez, c'est plus compliqué qu'on ne le pense. Et en fait, les États-Unis sont beaucoup plus proches de nous que ne le sont le Royaume-Uni. Et les États-Unis n'ont rien à voir avec le Royaume-Uni. Sur l'aspect séparation, les États-Unis sont plus proches de la France qu'ils ne le sont du Royaume-Uni. Après, on pourrait parler d'autres États. La Turquie a un système laïque très différent du nôtre. Quand Mustafa Kemal, et je ne parle même pas d'Erdogan, Erdogan n'a rien eu à changer sur la Constitution du point de vue de la laïcité. La laïcité turque, elle date de Mustafa Kemal, dit Atatürk. Quand Mustafa Kemal il a imposé la laïcité en Turquie, il a voulu prendre pour modèle la laïcité d'Émile Combes et pas d'Aristide Briand. Donc la laïcité qui n'a pas été adoptée en France. C'est un modèle finalement non pas de vraie séparation, mais de contrôle du culte par l'État. Et donc effectivement en Turquie, vous avez la Diyanet, qui est une sorte de ministère des Affaires religieuses, qui contrôle le culte, encore aujourd'hui. Donc en réalité, il n'y a pas de séparation réelle. Il y a un contrôle. Et c'est ça qui finalement permet à des chefs d'État comme Erdogan d'instrumentaliser la religion à des fins politiques. C'est ce qu'il fait, puisque là il essaie de renforcer un imaginaire nationaliste empire ottoman en reprenant, en s'appuyant sur la religion musulmane. Il peut le faire, puisqu'effectivement il contrôle, lui État, le culte musulman. Voilà, donc c'est une laïcité très différente, évidemment, de la laïcité française. En Belgique, c'est pareil, quand on parle de laïcité en Belgique, c'est très différent. Quand on parle de laïcité en Belgique, finalement, c'est un peu pour parler de libres penseurs, c'est-à-dire tous ceux qui sont attachés à aucun dogme. Alors qu'en réalité, chez nous, la laïcité, c'est un cadre commun. Qu'on soit croyant ou non, on est tous partisans de la laïcité, on veut tous avoir la liberté d'exprimer des opinions et des convictions et des croyances différentes. C'est pas du tout la même chose en Belgique, où vous allez avoir dans votre programme télé émission laïque ou programme de radio émission laïque qui veut dire en fait émission des libres penseurs. Alors qu'en France ça ne voudrait rien dire ça, ça ne veut pas du tout dire ça. Donc c'est très différent. Après vous avez aussi en revanche le Mexique ou l'Albanie, je le disais tout à l'heure, qui là sur le coup ont une laïcité qui est très équivalente à la nôtre. Mais le Mexique d'ailleurs a adopté sa laïcité définitivement bien avant la France. Ils ont adopté la laïcité dans les années 1850, avant la France. Donc là encore, comme on est très chauvin, on dit oui, mais ils se sont inspirés des révolutionnaires français, ce qui n'est pas tout à fait faux, c'est vrai. On a inspiré clairement ceux qui ont fait la laïcité au Mexique, sauf qu'ils l'ont fait quand même avant nous. Et ce qu'on ne dit pas, parce qu'on est très chauvin là encore, c'est que quand on a fait les premières lois laïques à la fin du XIXe siècle, on a demandé à l'ambassadeur du Mexique
de nous emmener les textes de leur loi qu'ils avaient adoptés au Mexique. Donc voilà, mais il y a plein d'autres pays, il y a aussi l'Équateur, l'Uruguay qui sont laïques, et puis il y a tous les pays subsahariens, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, tout ça, qui sont laïques dans leur constitution, mais qui le sont très peu, enfin pour nous, en pratique, parce que là encore ce sont des pays où la religiosité est très forte, et du coup, là, de fait, la religion a beaucoup d'influence sur les affaires publiques. La laïcité au Mexique, il est apparu de façon très sanglante aussi. Ah oui, au tout début, la laïcité mexicaine était Très, plus très- sanglante encore qu'en France, Oui. une opposition très forte au cléricalisme et à l'Église catholique, mais depuis, ça s'est quand même largement modéré. Oui, ça c'est. Tu peux jurer sur quoi alors aux États-Unis? Tu viens avec Si tu veux, oui, si tu veux, sur rien du tout comme ça, Sur rien. ou sur un texte juridique. On disait tout à l'heure qu'il était compliqué de certains milieux citoyens différencier ce qui est culturel de ce qui est culturel. Et ça, c'est une réalité, notamment dans les établissements publics. Je parlerai de choses que je connais assez bien. Notamment des questions qui se posent très souvent au chef d'établissement, quel que soit le niveau, primaire ou secondaire. Il leur est difficile d'arriver à discerner, comme tu disais tout à l'heure, ce qui peut relever du culturel ou du cultuel. Et ils ont également, par ailleurs, la crainte de se retrouver dans des tourments juridiques, puisque certains même peuvent aller jusqu'à se faire lâcher par le ministère, très clairement. Et dans ton propos, ce que j'ai retrouvé de fort, c'était l'idée de dire ou bien ils sont paralysés, ou bien ils laissent faire. Et du coup, ils n'arrivent pas, en tant que système éducatif, à donner le cap, à montrer finalement comment la laïcité, à toute cette communauté de jeunes, et de professeurs d'ailleurs aussi, doit ou peut être articulée et donc organisée pour les générations futures dans le Quelle réponse on a aujourd'hui? Une partie des réponses, c'est que dans le système éducatif, on a commencé à former bon nombre de professeurs à la laïcité, mais nous sommes sur, je ne l'ai pas encore suivi, ça viendra, mais nous sommes sur, pour les propos qui m'ont été rapportés, sur des recettes de cuisine, Oui. sans qu'il y ait eu de débat de fond finalement, amenant à la réflexion, notamment chez ces personnels-là, qui en ont toute capacité. Et également, la même chose, je ne sais pas, mais j'imagine qu'elle n'a pas, elle s'est organisée de la même façon chez les personnels de direction. Et je pense que là, il y a un travail à faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment nous, collectivement, avec tous les gens qui sont associés à cette valeur républicaine laïque, qu'est-ce qu'on peut faire, d'après toi? Tu as des suggestions de par la loi, mieux former Nous, dès qu'on a été mis en place en 2013 à l'Observatoire de la laïcité, on a tout de suite dit qu'il était important de former en formation initiale et en formation continue les enseignants et les professeurs. Ça a mis pas mal de temps à se mettre en place. Ça s'est mis en place en 2014-2015 à peu près pour la formation continue, en 2015-2016 pour la formation initiale. Mais ça a été presque arrêté par le précédent ministre de l'Éducation nationale là, en 2017-2018. Ces plans de formation ont chuté. Et par ailleurs, un autre plan national de formation dont je parlerai n'a jamais été mis en place. Nous, tout de suite, donc, on a dit qu'il fallait les former, les outiller et qu'ils soient soutenus par l'administration. Ce qui est loin d'être le cas. Ensuite, évidemment, on a rappelé que ces formations, elles devaient être sérieuses d'un point de vue juridique, rigoureuses et en même temps interactives, pédagogiques, sur quels outils pédagogiques. Aujourd'hui, ce qui est proposé comme formation pour les enseignants, elles sont très médiocres. C'est des formations très verticales et qui sont parfois un peu trop philosophiques et intellectuelles et même parfois erronées en termes juridiques, ce qui est quand même un sérieux problème. C'est purement pour des raisons politiciennes. Le précédent ministre de l'Éducation nationale refusait de mettre en place et de reprendre les formations mises en œuvre par l'Observatoire et donc a fait ses propres formations qui sont idéologiquement orientées. Et ça, c'est quand même très problématique. Quand vous êtes praticien, quand vous délivrez un cours sur la laïcité, vous devez vous en tenir à l'histoire et au droit, et sûrement pas à des interprétations de telle ou telle. Première chose. Donc là, c'est quand même, il y a beaucoup de professeurs qui sont émus. Donc là, je crois que Pavelda essaye de reprendre
les choses pour que ce soit un peu plus lisse, on va dire, mais enfin, c'est pas des formations de grande qualité, soyons honnêtes. Ensuite, on avait aussi demandé aux enseignants, enfin pas aux enseignants, on avait demandé aux INSPE, donc qui forment les futurs enseignants, et au ministère pour la formation continue, de mettre en place un plan national de formation sur l'enseignement laïque des faits religieux. Je dis bien laïque des faits religieux, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout de parler de théologie ou de croyance, ça ne regarde pas l'école, mais de pouvoir les former, ces enseignants, sur ces faits religieux en tant que faits sociaux. Parce que de fait, les religions sont constamment dans l'actualité, et donc il arrive que les enseignants soient invectivés, ou en tout cas interpellés par des élèves sur la religion. Donc il faut les outiller, les enseignants, pour qu'ils sachent quoi répondre et comment gérer ce type de situation. Ça fait depuis 2013 qu'on le demandait, un plan a été conçu, on a conçu un module, un MOOC en ligne, un cours en ligne, puis un module de formation avec l'IESR à l'époque, l'Institut européen des sciences des religions, de l'EPHE, de l'École pratique de hautes études, dès 2015, dès 2016. Hop, le 2017 changement de majorité, Jean-Michel Blanquer ne l'a jamais mis en œuvre. Je pense que c'est une grave erreur, parce qu'il faut outiller les enseignants sur ces questions qui sont sensibles et qui les mettent en difficulté. Voilà, donc ça c'est déjà la première chose majeure. Et ensuite, heureusement, il y a quelques associations qui font un formidable travail sur ces thématiques-là et qui peuvent soutenir aussi les enseignants, qui peuvent intervenir dans les classes pour gérer ces questions-là, faire tomber un certain nombre de tensions. Et en plus, c'est hyper instructif pour les élèves, ça leur permet de confronter leurs propres opinions avec d'autres opinions, de prendre du recul sur leurs propres croyances parfois, tout ça de manière très apaisée. Et donc c'est plutôt efficace. Ces associations, là encore, elles étaient presque, en tout cas elles étaient pas du tout incitées et même bloquées parfois pour venir dans les établissements sous le précédent ministre. Voilà. Maintenant je pense que ça revient, tant mieux, il faut les utiliser. Les associations de mouvements d'éducation populaire notamment, mais pas que. Ça c'est très important. Et puis après, bien sûr, je le répète, pour moi c'est la base pour éviter aussi ces tensions et cette homogénéisation, comment dirais-je, ces pressions qui peuvent se faire dans certains établissements. Et bien, il faut mélanger les populations. Parce que quand les élèves sont mélangés, et bien, ils débattent avec d'autres élèves qui ne pensent pas comme eux, et du coup ils prennent du recul sur leur conditionnement en fait, et sur ce en quoi ils croient, et ça change tout. Et partout où on a pu mettre en œuvre cette mixité sociale, qu'on avait lancé un plan là-dessus en 2015, mais qui là encore a été arrêté par le précédent ministre, décidément, voilà, les résultats étaient excellents. C'est-à-dire qu'effectivement, d'une part, à l'inverse de ce que les parents peuvent craindre, et on peut comprendre qu'ils le craignent, il n'y avait pas de chute du niveau scolaire, même quand on mélangeait les populations. En revanche, il y avait une chute totale des tensions sur ces questions-là. Totalement. Donc ça marche. Simplement, ça suppose du courage politique, parce qu'effectivement, il faut faire beaucoup de pédagogie auprès des parents qui ont peur qu'en se mélangeant, leurs enfants baissent leur niveau. Voilà. Donc ça demande beaucoup de pédagogie pendant 2, 3 ans, 4 ans, le temps que ça se mette en route. Et c'est ça que souvent les politiques ne veulent pas avoir comme courage, parce qu'ils sont dans le court terme. Et 2, 3, 4 ans, c'est beaucoup trop long pour eux. Voilà. C'est ça la réalité. Mais c'est là-dessus absolument qu'il faut agir. Bonjour, il y a un problème de mon point de vue d'état d'esprit qui serait à réformer, mais comment faire. Cette loi de 1905 et ses principes de laïcité sont instrumentalisés dans le sens de la répression et de l'interdiction. Or, cette loi de 1905 est une loi de liberté, le libre exercice des cultes, etc. Il y a un état d'esprit à la fois dans le public, soutenu par une certaine presse, qui sont dramatiques là-dessus. Bien sûr, complètement d'accord, c'est d'où ce communiqué commun qu'on a fait, la Vigie de la laïcité avec la Libre Pensée, la Ligue des droits de l'homme, Solidarité laïque et l'Union nationaliste, pour justement dénoncer effectivement cette orientation du débat public vers toujours quelque chose de toujours plus illibéral, quelque chose de toujours plus attentatoire aux libertés, rappelant des faits que la laïcité c'est d'abord une loi de liberté, et c'est pas moi qui le dis, c'est Aristide Briand lui-même qui le disait, c'est-à-dire le principal artisan, le rapporteur de la loi, qui disait dès qu'elle a été adoptée, c'est une loi de liberté. Voilà. Donc c'est pas une invention de notre part, c'est une loi d'abord de liberté. Et aujourd'hui on en fait effectivement une loi d'abord d'interdiction. On n'est pas dans la conception laïque de Émile Combes, on est dans la conception laïque d'Aristide Briand. Et ça change tout. Voilà. Donc effectivement, ça c'est quelque chose à systématiquement rappeler, parce que la laïcité, elle est d'abord là pour finalement
rendre les libertés plus fortes, dans le cadre collectif bien sûr, dans le respect du cadre collectif, bien entendu, c'est toute la limite de la chose. Mais c'est normal, c'est pour vivre ensemble et pour faire ensemble, pour dépasser nos appartenances propres et en faire une richesse et faire ensemble. Mais ça part d'abord du principe de liberté, évidemment. Et donc oui, je ne peux que vous soutenir et on peut s'inquiéter de ces dérives dans le débat public avec ces chroniqueurs et ces responsables politiques qui n'arrêtent pas de défiler sur les plateaux pour dire absolument n'importe quoi. Et ça c'est terrible parce que beaucoup de gens entendent cela et du coup mettent en application la laïcité de manière erronée. Donc on applique des choses au nom de la laïcité qui sont fausses et du coup on laisse aussi se diffuser dans l'esprit des plus jeunes une fausse idée sur ce qu'est la laïcité. Et du coup, il ne faut pas s'étonner que certains jeunes la rejettent, cette laïcité, puisque quand ils la comprennent comme quelque chose interdictif, purement interdictif, ils ne peuvent pas l'apprécier. Sauf que c'est faux, la vraie laïcité, c'est pas cela. Et quand vous expliquez bien ce qu'est la laïcité aux élèves et aux jeunes, je vous assure qu'ils adhèrent à 100% à ce que c'est. Merci. 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 D'autres questions peut-être là-bas? Moi j'en ai juste une deuxième, si on a encore un tout petit peu de temps. Là, c'était sur les plans de formation dont vous parliez avant. Sur le plan de formation national, valeurs de la République et laïcité. Moi je vais être amené à le suivre en tant que pour la formation de formateur. Non, pour savoir voilà, votre appréciation du contenu de cette formation et si c'est l'observatoire s'il vous plaît, qu'il avait totalement conçu ou du moins qu'il avait une contribution. Sur le coup, c'est moi qui l'ai initié ce plan. C'est moi qui l'ai initié et je l'ai co-conçu, je l'ai co-rédigé, donc je ne vais pas dire du mal de cette formation. Peut-être dans la manière dont ça évolue. Alors après, je ne peux pas être garant de comment ça va évoluer là prochainement. Je sais que les dernières formations qui se sont faites, ça va, ça reste conforme au contenu que j'ai rédigé, donc moi ça me va, je ne veux pas dire le contraire. Mais il est vrai que ça peut évoluer, donc il faut être sûr que ça n'évolue pas dans de mauvaises orientations. Mais en tout cas, à l'origine, c'est une formation sur le coup qu'on a voulu très interactive, très pédagogique, très juridique, fondée sur le droit, historique aussi, sur des faits évidents et avérés. Et qui est très apprécié aussi parce que c'est des formations qui touchent des publics assez différents et qui donc pendant la formation se croisent et peuvent faire part de réalités de terrain, de pratiques communes et c'est plutôt très bien reçu. C'est une formation qui est très bien reçue, donc tant mieux. Moi j'en suis très content et c'est bien que ça continue à se décliner. Après effectivement il faudra s'assurer qu'elle ne soit pas un peu pervertie et réorientée à l'avenir. Ils ont déjà ajouté un module sur la radicalisation. Moi à l'époque encore en fonction, j'avais fait en sorte du coup que ce soit limité au minimum, mais il ne faudrait pas que ça devienne trop important parce que c'est deux choses très différentes et il ne faut pas créer de la confusion des gens. Mais sinon, voilà, ça reste à ce stade en tout cas, et c'est une très bonne formation. Enfin, en tout cas, moi je ne peux pas dire l'inverse. D'autres questions? Oui, peut-être pas une question, mais un constat. Je veux dire, dans nos quartiers, on s'aperçoit que justement, la laïcité n'est pas considérée comme une liberté. Voilà, le défi qui s'ouvre à nous, c'est justement de déconstruire le fait, cette nouvelle croyance, cette nouvelle certitude chez beaucoup de nos jeunes. Alors, il est vrai que nos centres sociaux, nos associations qui sont encore dans les quartiers, si elles y sont, s'y emploient, mais on est conscient quand même que l'école a un rôle à jouer et je pense dès les petites classes, l'école de la République doit parler du vivre ensemble, de la laïcité, avec les parents dans des cafés parents ou autrement. Il y a plein de choses. Je sais que bon, je représente un peu des collègues des DEN, des délégués départementaux de l'éducation nationale. On est très sensibilisés sur la chose et malheureusement ça va être compliqué parce que certes les enseignants du primaire commencent à être formés. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner parce que ça commence, il y a un nouveau plan de formation qui se met en place. Mais bon, il y a beaucoup de frilosité chez les collègues enseignants à aborder voilà, ils ont besoin d'outils, ils ont besoin, voilà. Ah, donc, je pense que c'est un nouveau défi parce qu'il faut prendre
il faut rééduquer nos enfants dès le plus jeune âge. Voilà, c'est un constat. Voilà, c'est pour ça qu'on avait mis en place en 2015 l'enseignement moral et civique, qui se voulait, et là encore le précédent ministre a essayé de changer cet enseignement pour le refaire très vertical. Or au départ cet enseignement il est très horizontal, très interactif, et à notre sens c'est plus pertinent parce que c'est un enseignement qui permet de mettre en situation le jeune et l'enfant, l'adolescent. Et quand il est mis en situation, eh bien, il adhère beaucoup plus facilement à la chose et il le comprend beaucoup plus facilement. Donc c'était par les jeux de rôle, par des scénettes, par du théâtre. Et quand on le fait comme ça, on le fait vite comme ça marche très bien. Et là encore, il faut former les enseignants à cet enseignement, ce qui n'a pas été fait. Donc c'est souvent que les profs d'histoire géo qui le font, alors qu'en réalité ça pourrait être fait par n'importe qui. Et il faut savoir effectivement le faire de manière interactive. Et puis effectivement, vous avez raison, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, encore faut-il que les enseignants eux-mêmes y soient sensibilisés et formés. Parfois ils sont un peu réticents aussi parce que certaines de ces formations, je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement ne sont pas des formations très objectives et elles-mêmes ont pu être un petit peu idéologisées et donc on peut comprendre que les enseignants n'ont pas envie non plus qu'on leur lave le cerveau. Donc il faut évidemment s'assurer auprès du ministère que ce soit des formations sérieuses, rigoureuses, qui ne sont pas politiques, au sens mauvais du terme, on va dire, mais bien des formations objectives. Voilà. Donc, mais oui, je suis complètement d'accord avec vous, c'est une action essentielle. Les DDEN y participent aussi largement par vos interventions dans les établissements, comme l'éducation populaire en général. Ce sont des structures à, là encore, largement soutenir et favoriser. Alors, si vous voulez bien, on va arrêter la discussion de cette manière-là. Mais on va vous continuer invite à la poursuivre autour de vous. Alors attendez, avant que vous partiez, si vous souhaitez prendre contact, on a laissé quelques fiches de contact derrière. Si vous les remplissez, on pourra vous écrire et vous donner d'autres rendez-vous